Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Good Morning CAC 40, Vincent Gann pour vous retrouver ce matin. Je vais revenir sur cette tendance haussière du dollar américain qui continue de s'appliquer sur le marché d'échange, la tendance baissière du yen japonais. D'ailleurs, nous devons considérer que cette double tendance constitue les deux facteurs techniques dominants sur le marché d'échange. Je serai transparent sur les études et différents points techniques que j'ai évoqués. Je reviendrai notamment sur cet échec relatif du GBP-USD qui travaille une zone support importante, mais qui cependant n'a pas, généré une phase de rebond technique, mais plutôt une phase de stabilisation. Le dollar US applique même sa loi à la livre sterling, qui pourtant partage avec le dollar américain le statut de monnaie forte sur le marché d'échange. Je reviendrai donc sur ces éléments-là. Les marchés actions américains, toujours parfaitement haussiers, depuis la validation de structure en V-bottom le 23 octobre dernier, des marchés qui ont été capables de rejoindre leur sommet historique, qui se sont ensuite affranchis de leur sommet historique et qui redécouvrent chaque jour de nouveaux sommets. Nous étudierons des cibles théoriques en étudiant donc des ratios d'extension et peut-être des points d'achat sur support. Quant au marché actions européen, ce n'est pas Wall Street. La tendance est certes haussière sur les dernières semaines, mais nous sommes cependant dans des compressions. Pour autant, je vise toujours un ralliement des moyennes mobiles à 150 jours ou 30 semaines que nous allons aussi étudier, et puis nous passerons en revue les paires de devises de votre choix, sans oublier les matières premières, car si le dollar américain applique sa loi au marché financier, cela signifie qu'il applique aussi sa tendance haussière, mais aussi ses phases de consolidation. En clair, quand parfois dollar américain consolide, cela se traduit par des rebonds techniques de l'euro-dollar par exemple, ou des consolidations, l'USD-CHF. L'USD-CHF s'est affranchi d'une résistance majeure à 0,9690. C'est un puissant signal d'achat, mais 0,9690 c'est une résistance technique de long terme. Cela mérite une confirmation en données hebdomadaires. La traduction se retrouve avec cette nouvelle résistance sur la paire euro-dollar à 1,2440$. Paire euro-dollar d'ailleurs qui redécouvre ces niveaux de support du mois d'août 2012, niveaux de support que j'ai évoqués d'ailleurs dès vendredi dernier dans une vidéo intitulée Euro-dollar, les objectifs du mois de novembre. Et ces objectifs du mois de novembre sont donc ralliés un à un. Mais somme toute, soyons parfaitement transparents et il faut savoir reconnaître ses erreurs. Et je vais donc commencer mon point de marché par cela. Je vais débuter donc par cette configuration sur le GBP-USD. Je m'intéressais hier, il est vrai, à un niveau de support à 1,5854 sur le GBP-USD. Admettons que le marché tient la zone, admettons que nous sommes toujours dans cette espèce de compression descendante. Et en clair, on peut imaginer et se dire que finalement, c'est toujours une zone d'achat sur le GBP-USD. Cependant, pour deux raisons, je vais rester désormais méfiant. J'ai pu constater hier qu'en dépit d'un alignement des politiques monétaires de la Banque d'Angleterre et de la Réserve fédérale des États-Unis, le dollar américain applique lui aussi sa tendance haussière à la livre sterling. En clair, celle-ci se déprécie à l'image de l'euro-dollar, mais aussi de la UD-USD et du NZD-USD. Ce qui me gêne désormais, c'est que le RSI Daily vient de casser ici une oblique. Alors cela me dérange. Tôt ou tard, cette paire de devises finira par entretenir un rebond technique. Certes, hier j'annonce donc une possibilité de trade, un 58-55, stop 50 pips. Donc en réalité, nous sommes potentiellement toujours dans ce trade, puisque le marché n'a pas stoppé la stratégie annoncée. Et puis au fond, si le dollar américain devait consolider, on peut parfaitement imaginer un GBP-USD capable de reprendre la partie haute de cette configuration en biseau. Cependant, je laisserai désormais cette idée se dérouler jusqu'au bout, à savoir un cours d'entrée qui avait été annoncé à 58,55, un stop de 50 pips, et donc nous verrons bien, ce qu'en décide le marché. Cependant, voilà donc en données journalières ce que teste le GBP-USD, c'est cette puissante zone ici horizontale, bémol donc avec cette cassure ici de RSI, nous verrons bien. Alors on va bien sûr observer des graphiques en intraday, mais laissez-moi d'abord vous rappeler le cadre de fond en utilisant ces graphiques de long terme. J'ai pris le temps de vous préparer sur le site une étude qui s'appelle Euro-Dollar USD-CHF, la loi implacable du dollar US sur le Forex. Sur le marché d'échange, vous avez actuellement deux facteurs techniques dominants, la tendance haussière de fond, justifiée sur le plan fondamental du dollar américain, la tendance baissière de fond, justifiée sur le plan fondamental du yen japonais. Je vous propose 4 actifs pour étudier sur le plan graphique cette dynamique du dollar US. Vous avez d'abord notre indice Dow Jones FXM Dollar Index, haussier, mais qui teste d'ailleurs une résistance. Le dollar index teste une résistance ici importante de l'année 2010. Alors une résistance provoque des consolidations, mais ne stoppe pas un mouvement ascendant aussi puissant.
Et je pense toujours qu'au premier trimestre 2015, cet indice rejoindra les 11 800 points. Nous pouvons apprécier sur le plan hebdomadaire la simple prise d'appui sur ce seuil des 70, témoin d'une puissante tendance haussière. Sur les marchés financiers, notre indice Dow Jones FXM Dollar Index, aussi respectable soit-il, n'est pas l'indice dollar US de référence. L'indice dollar US de référence pondère nettement plus la part de l'euro. Son mnémonique est DXY, l'indice DXY, qui lui aussi affiche une tendance haussière sans peur et sans reproche, avec un beau pullback hebdomadaire qui avait été réalisé ici il y a 3 semaines. Nous pouvons donc constater que dollar US ira bien plus haut, ici, à horizon premier trimestre 2015. D'ailleurs, je pense que derrière ce potentiel d'appréciation supplémentaire sur le dollar US se cache avant tout la tendance baissière de l'euro-dollar, mais aussi la tendance haussière de l'USD-Yen. Car rappelons-nous, hier, après avoir décortiqué la conférence de presse de Mario Draghi, eh bien j'ai clairement eu l'impression que M. Haruhiko Kuroda, patron de la Banque centrale du Japon, était rentré dans le corps de Mario Draghi. En clair, ces deux banques centrales ont un objectif évident et affiché d'ailleurs de dépréciation de la monnaie en vue de gagner en compétitivité change et derrière de relancer la croissance. Donc, imaginez un dollar américain qui, d'ici le premier trimestre 2015, rejoindrait sur cet indice de mnémonique DXY le niveau des 92, cela signifierait un USD Yen aux alentours des 125 yens et un euro dollar, enfin, qui atteindrait notre objectif de cours à 1,20 $. Donc, step by step, eh bien, ces objectifs sont atteints. Rappelez-vous qu'un mouvement n'est jamais linéaire, il se fait donc par paliers. Et on va revenir ici plus en détail sur l'USD-CHF et bien sûr l'euro-dollar. Donc, si cet article vous intéresse, eh bien, je vous en donne le lien dans la file commentaire. Alors, maintenant, on va passer en vue justement le graphique de l'euro-dollar, en données journalières, ainsi que celui de l'USD-CHF. Il me semblait très important que l'USD-CHF confirme la paire euro-dollar en parvenant à s'affranchir d'une résistance à 0,9690, ce qui est désormais le cas depuis hier. Cependant, c'est une résistance identifiable sur des graphiques de long terme, et je pense qu'une clôture D1 journalière n'est pas suffisante. Mais heureusement pour nous, c'est vendredi, ce soir c'est une clôture hebdomadaire. En clair, un bon rapport sur l'emploi aux États-Unis eh bien, permettrait un affranchissement significatif de cette résistance. Mais nous verrons bien. Quelle est la traduction de la résistance à 0,9690 sur l'USD-CHF? Eh bien, il s'agit de cet ancien support à 1,2440 $. Je vous ai proposé d'ailleurs depuis lundi dans mes différents points de marché un zoom sur les niveaux du mois d'août 2012 sur la paire euro-dollar, donnant autant de cibles pour la fin d'année. La première à 1,2440 $ a été atteinte puis brisée. Les 1,2440 $ font désormais office de résistance. Le marché a rejoint un support à 1,2380 $. Et on constate que à court terme, ce marché se stabilise à proximité de ce support à 1,2380 $. Un mouvement n'est jamais linéaire. L'euro-dollar est une dynamique haussière construite, en clair, faite d'impulsions baissières et de rebonds techniques. Impulsion baissière, rebond technique. Impulsion baissière. Quelle sera la suite? Sur le plan technique, à 23,80 $, c'est un niveau important. Cependant, au-delà de tout élément fondamental, on peut en effet envisager un pullback à 1,2440. Car généralement, l'eurodoll fait des pullbacks. Casse ici un support, il revient le tester. Donc, pourquoi pas envisager un pullback en direction de 1,2440 $. Tout est question de timing, de money management, mais ayez bien à l'esprit qu'un excellent rapport sur l'emploi aux États-Unis. Et je vous rappelle que les chiffres précurseurs de l'ADP ont enregistré 230 000 créations nettes d'emplois aux États-Unis. C'est le solde entre les destructions et les créations d'emplois, produisant un solde net. En clair, des créations d'emplois, selon l'ADP, nettement supérieures aux attentes. Qu'en sera-t-il des chiffres officiels du département du travail aux États-Unis, la BLS? Nous le verrons à 14h30. Le marché anticipe une stabilisation du taux de chômage aux États-Unis à 5,9% de la population active. Ce taux de chômage peut parfaitement ressortir inférieur aux attentes, à 5,8% par exemple. Dans ce cas de figure, euro-dollar tombera, tel un couteau qui tombe pour reprendre un adage boursier bien connu, et rejoindrait rapidement son prochain support daily. Et honnêtement, entre 1,2380 et 1,2240, c'est le no man's land graphique. Entre 1,2380 et 1,2240, c'est le no man's land graphique. Cependant, à court terme, au vu de l'action des prix, un pullback en direction des 1,24 $, 1,2440 me paraît tout à fait possible. Et ce pullback, qui serait donc constitué par un test des 1,2440 $ à court terme sur la paire euro-dollar, se traduirait en fait par un phénomène de retour de l'USD-CHF
en direction de son nouveau support ici à 0,9690. Alors on va passer sur des graphiques intraday, mais avant tout, laissez-moi quand même vous montrer quelques graphiques sur les marchés actions américains. Je note toujours aussi que les contrats pétroliers se stabilisent, c'est quelque chose que j'envisage depuis le début de la semaine, certes pas de rebond technique, mais stabilisation, nous verrons. Ce que vous avez sous les yeux, ce sont donc les marchés actions américains en données journalières. Faut être là aussi objectif. Nous avons une phase baissière tout à fait puissante. Nous avons eu une phase haussière nettement plus fulgurante, admettons-le, sur les marchés actions US. Sur le plan de l'analyse technique, ces deux marchés ont validé, ici, le 23 octobre, de puissantes structures chartistes d'inversion de tendance en V-bottom. Le V-bottom de l'indice Dow Jones des valeurs industrielles, le V-bottom de l'indice S&P 500. Suivant depuis une tendance linéaire, bien capée, bien accompagnée, pardon, par cette ligne de tendance haussière. Alors, je peux imaginer que vous êtes peut-être dans le flou face à ces marchés actions US, ces deux indices ne disposant pas d'un historique graphique permettant simplement de tirer des niveaux de résistance horizontaux. On va donc utiliser un outil d'extension et projeter plus en avant dans le temps les objectifs de cours théoriques de ces structures en V-bottom. Si j'avais un mot d'ordre à donner sur les marchés actions US, mettez-vous à l'achat des supports. Ce mot d'ordre s'applique aux paires en yens. Achetez les supports. Mais des supports lesquels? Il y a des supports intermédiaires, des supports daily. Eh bien, je vais tout à l'heure illustrer ce propos en utilisant l'euro-yen ou le GBP yen. Pour voir la différence entre un support intermédiaire et un vrai support. Disons, de portée journalière. Et je pense que le premier test d'un niveau de support de portée journalière dans le cadre d'une tendance haussière, c'est achat. Et je reviens sur le GBP USD. J'avais identifié un niveau de support de portée journalière, voire même hebdomadaire à 1,5855. Mais la tendance est baissière. Alors forcément, cela invite à se montrer aussi objectif et à apprendre de ses erreurs. Et pour le moment, on voit que le GBP USD travaille la zone. Alors quels sont donc ces objectifs théoriques que l'on peut envisager à terme sur les marchés actions US, sachant que tout peut être bouleversé par un rapport sur l'emploi. Mais somme toute, s'il est bon, nous irons plus. Donc le SP500 a dépassé la première cible théorique ici, qui se situait donc à le Dow Jones à 14 497. Alors je vais simplement aller chercher les prochaines cibles. Et en clair, tant que l'indice Dow Jones se maintient au-dessus de cette ligne de tendance haussière, la prochaine cible se situe à 17 721 points. Les 17 500 faisant désormais office de support. Je pense que le tout premier test de cette ligne de tendance, elle passe actuellement sur les 17 400, peut être une opportunité d'achat pour viser 17 720 points. Lorsque j'étudie maintenant les marchés actions américains, ici à l'aide de l'indice S&P 500, je vais pouvoir raisonner exactement de la même façon, ici, sur cet indice SP500. Alors l'indice Dow Jones est en avance sur le marché actions S&P 500, donc un peu plus large sur les dernières semaines. Je vais procéder aussi là exactement de la même façon, en constatant qu'un objectif a été atteint, un 2030 points, objectif dont le Dow Jones est déjà affranchi à 17 497 points. Donc tant que ce marché tient cette ligne de tendance haussière, la prochaine cible est à 2059 points. Et 2059, c'est le haut de canal haussier de moyen terme. Donc voilà, step by step, support désormais sur le SP500 à 2022 points, support sur le Dow Jones à 17 497 points. En ce qui concerne ces graphiques en données journalières, et puis avant de basculer sur un horizon de temps plus court, laissez-moi vous remontrer quelque chose que j'évoque. Alors ce n'est pas ces graphiques-là, alors il s'agit de graphiques en données hebdomadaires, mais que je vous ai déjà montré, avec notamment sur les marchés actions européens, DAX, Eurostoxx 50 ou CAC 40, en ligne de mire des moyennes mobiles à 150 jours. La hausse est nettement plus progressive, et nous allons étudier le CAC 40 en intraday pour constater que cette tendance haussière se fait au sein d'une compression permettant clairement de distinguer les marchés actions américains des marchés actions européens en termes de tendance. Alors en ce qui concerne les graphiques en données journalières, je pense que c'est tout ce que je souhaitais vous montrer, mais nous allons d'abord passer aussi sur l'once d'or. Alors sur l'once d'or, je fonctionne exactement comme sur la paire euro-dollar. On a l'avantage d'avoir un historique graphique clair, je suis simplement allé chercher dans le passé les niveaux horizontaux. Vous avez donc vu que 1,2380$ est un niveau de support sur l'euro-dollar permettant d'envisager un test de la résistance à 1,2440. Sur l'once d'or, nous avons des niveaux de support du printemps 2010. Il s'avère donc que les 1130$ sont un niveau de support horizontal. 1123, 1130. Alors, en utilisant ici un simple graphique en données journalières, eh bien on constate que c'est une tendance
baissière qui est bien construite, on va l'affiner ici en données 4 heures, puisqu'actuellement nous sommes couverts par une ligne de tendance à forte pente. Mais cette ligne de tendance à forte pente, à un moment ou à un autre, elle sera brisée pour prendre un rythme un peu différent. Et en clair, si elle venait à être brisée par le haut, on peut envisager un marché capable de revenir tester 1160 $. Un vrai pullback serait un test des 1180. Ça, ce serait pour vendre et viser à terme 1000 $. Je vous rappelle qu'on vous a proposé un papier sur le site évoquant qu'à moyen terme, 1050 $ sera sûrement un niveau de prix qui va faire beaucoup parler, notamment dans les médias. Un niveau de prix sur lequel beaucoup de personnes vont se précipiter, alors qu'en clair, un vrai bon niveau d'achat à moyen long terme serait plus proche des 800-850 $. D'ailleurs, vers les 800 $ passe une ligne de tendance haussière de long terme, donc il faudra se montrer prudent. Cependant, bien sûr, je pense que le premier test des 1000-1050 pourra réagir, mais simplement un rebond technique. Donc voilà où nous en sommes. Ici en amont donc du NFP, ça c'est un peu le cadre de fond. Maintenant on va se concentrer sur l'action des prix, ce qu'on peut essayer d'appeler le rythme de marché. C'est ce qu'il y a de plus dur au fond à prévoir. C'est-à-dire qu'on peut avoir des objectifs à horizon fin d'année, à horizon premier trimestre 2015, mais ce qui est encore plus difficile, c'est de prévoir comment est-ce qu'on va y aller. En clair, est-ce que d'abord on consolide, on revient sur un support, ou est-ce qu'on monte en ligne droite, etc. Ça c'est ce qu'il y a de plus difficile et c'est là où finalement les probabilités diminuent. Cependant, on peut quand même essayer d'envisager ces mouvements futurs intraday, court terme en tout cas. Alors maintenant, on va faire un tour d'horizon des graphiques en données 4 heures, et puis je répondrai à vos questions. En ce qui concerne les graphiques journaliers, c'est tout en fait, ce dont je souhaitais vous parler. Alors tout d'abord, euro-dollar et USD CHF. Euro-dollar rebondit depuis un niveau de support daily, 23,80. Bon, rebond, stabilisation. Somme toute, je pense qu'on peut logiquement attendre en amont du NFP, donc en amont, avant 14h30, un test de la résistance à 1,2440 $. Alors j'estime ne pas prendre trop de risques. Après, on ne sait jamais, étant donné que l'euro, petit à petit, année après année, semble prendre le destin du yen japonais. Cependant, on peut envisager un pullback, un retour ici en direction des 1,2440 $ sur le court terme. Ce qui signifie que sur l'USD CHF, là aussi, après avoir brisé à la hausse ici ces 0,9690, on peut envisager un mouvement de pullback sur 0,9690. Nous avons ici ce petit canal aussi en données 4 heures dont la partie haute vient d'être atteinte sur l'USD CHF, et donc je pense que l'USD CHF peut revenir sur 0,9690. Et je pense que si je trouve ce petit canal sur l'USD CHF en données 4 heures, et voilà, il y a exactement le même, regardez, sur l'euro-dollar. Donc oui, voilà, en effet, l'euro-dollar va rebondir. Donc je pense que je ne prends pas trop de risques en vous disant que l'euro-dollar va rebondir sur le court terme, probablement en matinée, pour aller chercher la résistance ici à 1,2438 $. Donc voilà, en données 4 heures, vous pouvez utiliser ce petit canal de baisse ici sur l'euro-dollar qui me paraît hyper propre. D'autant plus qu'il existe le même ici sur l'USD CHF. Ces deux paires sont inversement corrélées. Alors tout à l'heure je suis revenu sur le GBP USD. Je vais affiner maintenant en utilisant ce graphique en données 4 heures. Forcément, extrême déception de voir ce marché de se contenter de se stabiliser, de travailler cette zone des 1,5855. Cependant, on voit que ça ne décroche pas. Et au fond, même si le point des 1,5855 n'a pas réagi, timing n'est clairement pas à la vente. C'est une zone de support hebdomadaire qui peut tenir d'ici ce soir en fait. Donc, je suis prudent, mais j'admets l'échec relatif de cette stratégie que j'ai proposée hier en fin de journée, d'ailleurs, en fin de session européenne. Là aussi, ce n'était peut-être pas même le meilleur timing. Donc, à court terme, si l'euro-dollar retourne chercher un 24,40, on peut y envisager un GBP USD capable peut-être d'aller tester ce qui serait finalement désormais une nouvelle résistance à 1,5875. Mais rappelez-vous le graphique en données journalières et l'importance, on a une espèce de compression qui passe ici. On a cette zone horizontale des 1,5850. Bon, nous verrons bien. En tout cas, j'admets que le dollar américain applique aussi sa loi à la livre sterling. J'envisageais un dollar à US appliquant sa loi à l'euro. Je pensais que la livre sterling pouvait avoir un destin différent, ce qui n'a pas été le cas pour le moment. L'euro GBP. L'euro GBP, je vous ai proposé, et pour l'instant rien ne s'est passé, deux cas possibles. Il y a un niveau de support, un pivot de long terme à 0,7690. Autant vous dire que le premier test, je serai à l'achat. À plus court terme, l'euro GBP s'est parfaitement neutralisé. L'euro GBP s'est parfaitement neutralisé, tout simplement pourquoi? Parce que GBP et euro subissent la loi d'égale force du dollar US, ce qui vous crée un range ici sur l'euro GBP. Donc pour l'instant, hier on a simplement testé une résistance à 0,7860.
On est toujours couvert par cette oblique ici de tendance. Bon, c'est parfaitement neutre, ça s'est parfaitement neutralisé. Mais je vous rappelle, je vais vous remontrer un graphique mensuel de l'euro GBP. Regardez ici, j'ai positionné 0,7690. Et ben je vais vous montrer pourquoi je m'intéresse tant à 0,7690 et pourquoi dans un article cette semaine j'ai évoqué deux cas possibles. Soit on brise littéralement 0,7690 pour chuter à 0,72, soit ça tient. Au fond quand même, hier la Banque d'Angleterre elle s'est contentée finalement de maintenir sa politique monétaire, ne donnant pas du tout l'impression de tendre vers un resserrement imminent, hein, ce qui est complètement différent de la Fed. Donc voilà ce que j'ai ici sur l'euro GBP en données mensuelles. C'était juste pour vous montrer l'importance de ce niveau à 0,7690. Et voilà où nous en sommes. Alors ça, c'est un graphique mensuel. C'est-à-dire qu'en fait, on peut encore dériver à plat pendant 2 ou 3 mois. Regardez, hein. Ça va jusqu'à janvier-février. Donc, on ne peut pas utiliser un graphique comme ça pour négocier. Mais voilà, je voulais juste vous montrer qu'on a aussi cette oblique ici. Pour l'instant, le marché la tient. Donc, tant que ça tient, eh bien... je m'intéresse en fait au niveau de support et donc ces fameux 0,7690. C'est ici ce point bas. Mais bon, à court terme, il n'y a rien à faire dessus, c'est complètement neutralisé. Ça, je vous l'accorde parfaitement. Allez, retour sur les graphiques en données 4 heures. On passe en vue GBP Yen, GBP AUD, Euro UD, Euro Yen, AUD USD, toutes les paires en fait, sur lesquelles j'ai essayé de vous proposer un plan en données 4 heures. J'évacue avant tout le sujet des indices boursiers. J'ai évoqué les marchés actions US. Maintenant, regardez l'indice CAC 40. C'est une phase haussière, mais qui comprime. Il y a une espèce de compression. D'ailleurs, c'est un wedge. Encore un biseau, vous allez me dire. Mais en tout cas, on comprend bien la différence de perception des marchés actions européens et américains. On suit une phase ascendante, hein, mais on fait des sommets marginaux. Et à force de faire des sommets marginaux, eh bien, ça comprime au sein d'un wedge. Alors, en effet, si on a un hyper bon rapport sur l'emploi, eh bien CAC 40 pourrait aller chercher la résistance à 4340, ce qui au fond serait, je pense, un point de vente. Un point de vente, un point quoi. Voilà, un point de vente. Mais bon, pour l'instant, on reste soutenu par cette ligne de tendance haussière, et donc en effet, eh bien, on peut aller chercher ce niveau. Ce qui serait par contre fortement bullish, ce serait un CAC 40 capable de s'extraire par le haut de cette compression. Alors là c'est reparti. Mais bon, pour le moment, je surveille cette compression, et là, eh bien, nous sommes enfermés au milieu un peu de nulle part. Le niveau horizontal vraiment important, c'est 4150. Bon, on a un niveau intermédiaire à 4215. Ici 4280 et donc 4340. Mais les deux niveaux vraiment importants, c'est 4150 et 4340. Maintenant, on va étudier le cas de l'indice allemand DAX 30. Attention, l'indice allemand DAX 30 est en avance. C'est-à-dire que pour lui, je visais une résistance qui a été atteinte. 9413 points. 9413, c'est un peu l'équivalent des 4340. Le DAX a atteint l'objectif. Je vous invite à surveiller sur le RSI 4 heures du DAX cette compression entre le seuil des 70 et cette oblique ici de tendance. Ça comprime, mais on voit qu'il y a de la place pour comprimer encore. Pour le moment, le DAX, bon, il évolue toujours dans ce canal. Il y a un nouveau support désormais ici à 9340. On a donc, alors je vais affiner la résistance à 9467. Bon, tant qu'on tient ce canal, de toute façon, on peut retendre bien en direction de plus haut. En tout cas, voilà, pour l'instant, nous sommes toujours ici, dans ce canal. L'Eurostoxx 50 a l'avantage aussi d'incarner la dynamique des actions espagnoles et italiennes. Lui aussi, eh bien, pour le moment, il est en difficulté sous les 3130 points. Là aussi, je surveille cette oblique de soutien ici sur le RSI en données 4 heures. Et c'est vrai que tant qu'elle tient, eh bien, on peut toujours envisager de nouveaux plus hauts. Bon, on a cette oblique ici sur le RSI en données 4 heures, sur le DAX et l'Eurostoxx 50. Ça, c'est quelque chose de sympathique, toujours soutenu donc par ce canal haussier. Le dernier point d'achat en date, c'était le pullback ici sur l'Apex, c'était juste parfait. Sur les 3030 points, c'était le point de convergence de cette ligne de tendance baissière et de cette ligne de tendance haussière. Ça a relancé, mais voilà. Ce n'est pas le Dow Jones, ce n'est pas le SP500 ou encore moins le Nasdaq 100. Je ne sais pas si vous avez regardé le Nasdaq 100, c'est juste là, incroyable. Mais ce sont des marchés actions européens. Et le MIB et l'IBEX ont du mal. Pourquoi? Parce que les valeurs bancaires européennes ont du mal. J'ai fait un peu un tour des raisons des secteurs d'activité. Les bancaires sont pénalisés. Et même hier dans le CAC 40, les bancaires étaient pénalisés. Donc forcément, on voit que, en dépit des tests de résistance, il y a quand même un doute fondamental sur le secteur bancaire en Europe. Et un manque de consensus. Parce qu'on se rappelle que l'institution européenne de supervision des banques européennes avait quand même un discours différent de celui de la Banque Centrale Européenne. Et donc au final, on voit que l'Eurostoxx 50 est clairement ici en difficulté.
il suit le marché action US, mais à un rythme complètement différent, bon, à l'image de la compression que nous pouvons voir sur le CAC 40. Si les marchés actions US devaient reverser ou simplement revenir sur leur précédent sommet historique, eh bien en Europe, on va amplifier à chaque fois ce mouvement-là. Et pour le moment, on tient ces différents canaux. Alors sur l'once d'or, je vous invite à surveiller une oblique que le marché est en train de franchir. L'once d'or, c'est toujours une tendance baissière bien construite. On fait un pulsion, on fait un flat ou un rebond technique. Et là, j'ai l'impression que l'once d'or est en train de s'affranchir à la hausse de cette ligne de tendance baissière et somme toute devrait être en mesure de rejoindre, alors ça c'est l'argent ici, les 15,85. Je vais vous montrer en fait ce graphique en données 4 heures du dollar US qui a atteint donc sur notre indice Dow Jones FXM Dollar Index une résistance tout simplement, ces sommets de l'année 2010. Alors je pense toujours qu'en amont du rapport NFP, on peut avoir une légère consolidation du dollar US, se traduisant par un rebond technique de l'euro-dollar en direction de 1,2438, GBP USD aussi, donc 58,50, 58,60, et encore on voit que ça a franchement du mal, je dois l'admettre. Encore des métaux précieux. Regardez cette ligne de tendance dont les cours sont en train de s'affranchir ici sur l'once d'or, alors nous sommes en données 4 heures. Il y a deux zones de pullback envisageables, d'une part 1160, c'est la première résistance horizontale, le vrai pullback daily serait un test des 1182. Et pour l'instant, eh bien, ce que nous pouvons dire, au vu de ces graphiques intraday, c'est que l'once d'or semble quand même prendre le chemin d'un test de la désormais résistance des 1160 $. Alors c'est vraiment difficile de prévoir l'action des prix à court terme, mais pour l'instant c'est ce que je constate. Alors après, si votre question est de savoir quelle est la bonne résistance pour viser 1160 ou 1180, ça c'est le grand débat qu'on peut avoir sur les niveaux intermédiaires et les vrais niveaux, et c'est ce que je vais essayer d'expliquer en utilisant les paires en yens. On ne sait jamais en fait. Et finalement, comme on ne sait jamais, l'objectif c'est justement de choisir son exposition en fonction de la portée d'un niveau. Si on considère que 1160 $ est une résistance mais de portée intermédiaire, en clair, il y a moins de probabilité que ce soit un point de reverse en intraday. Forcément, on s'expose moins. Forcément, 1180 $, là c'est le big niveau, etc. Donc on s'expose davantage. Mais personne ne le sait. Personne ne sait quel est le niveau qui stoppera ce rebond technique. Et je vais vous montrer hier ce que j'ai vécu en direct sur le GBP Yen, et ce qui, je pense, illustre parfaitement bien cette différence entre niveau intermédiaire et niveau un peu plus puissant. Voici le GBP Yen. Alors hier j'étais devant toute la journée, c'est ce qu'on fait ici au sein du bureau de recherche. En données 4 heures, j'étudiais ce canal ici sur le GBP Yen. On a eu un premier test à 182,30 suivi d'une reprise de 50 à 60 pips. Donc le premier test du bas de canal H4 a permis une réaction. Mais cependant, c'est un petit canal aussi en données 4 heures, ce n'est même pas un niveau horizontal, ça a généré 50 à 60 pips de rebond avant que le marché retombe dessus et finisse par le briser. En clair, il s'agissait d'un point, mais d'un point intermédiaire. Et lorsqu'il s'agit d'un point intermédiaire, d'une part on s'expose moins qu'un point un peu plus fort, et d'autre part on prend d'autant plus rapidement ses bénéfices qu'on a soigné son entrée en intervenant sur un point précis. Tout cela pour dire que par exemple sur le GBP Yen, le vrai niveau daily c'est 180,70. Et j'ai presque même envie de dire que le niveau véritable à fort impact c'est 180. Alors voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. J'étudiais aussi hier en direct le cas de l'euro-yen. Et c'est aussi un cas extrêmement parlant. L'euro-yen, une paire de devises qui continuera de s'apprécier lors des prochaines semaines. Je pense qu'on pourra rejoindre 145, soit d'ici la fin d'année, soit au premier trimestre 2015, plutôt d'ici la fin d'année. Quel est le niveau horizontal? C'est 141,20. Vous allez me dire, mais le marché ne reviendra jamais à 141,20. Il ne faut jamais dire jamais sur les marchés financiers et de manière générale. Donc 141,20, ça c'est le niveau daily, c'est vraiment le niveau horizontal. Voilà, pas grand chose à dire ici. Et en effet, hier on testait une petite oblique, il y a eu une toute première réaction, et puis finalement on voit donc que ça a cédé. En fait voilà, ce qu'a quitté hier l'euro-yen. Donc il a quitté cette oblique, et maintenant, honnêtement, je pense que les paires en yen, il faut les laisser retomber vers des vrais niveaux de support. Donc ces niveaux se trouvent en deçà du niveau actuel des cours. Donc il ne faut pas se précipiter en partant du principe que ce sont des belles tendances haussières et qu'on va acheter et qu'on sera dans le train. Il faut bien sûr savoir prendre la tendance, donc savoir vers quoi tend le train, mais surtout savoir à quelle gare entrer, quoi. Et bien la gare, c'est pas encore le moment. Euro-dollar donc va reprendre, va effectuer son pullback vers un 24,38
Ça, ces scénarios de rebond technique peuvent parfaitement se mettre en place en amont du NFP. J'ai presque même envie de dire que les trades intraday doivent être faits avant le NFP. Donc je suis pas choqué là d'un scénario de rebond technique vers un 24-40. Vous allez me dire, mais c'est pour prendre 50 pips. C'est pour prendre 50 pips, mais le support est à un 23,80. Bah, si on prend 50 pips, on met un stop à 20 pips. Si par contre ce type de trading intraday ne correspond pas du tout à votre profil, vous excluez complètement ce mouvement que vous comparez à du bruit sur le marché et vous observez. Euro-yen, GBP-yen, USD-yen, après on parlera du USD-CAD, on parlera du NZD-USD, on parlera de l'AUD-USD. Alors, l'USD-yen, en s'appuyant ici sur ce graphique en données 4 heures, a un destin somme toute un peu différent des autres paires en yen, parce que dans USD-yen, il y a USD. Et forcément, sur le marché d'échange actuellement, une monnaie coule, c'est le yen, une monnaie monte, c'est le dollar US. Donc forcément, l'USD-yen, bah, c'est impressionnant. L'USD-yen ira probablement beaucoup plus haut lors des prochaines semaines, mais c'est pas une raison pour prendre le train en marche n'importe où. L'USD-yen, on retrouve ce canal ici en données 4 heures. Il y a cette oblique ici de tendance, là, on peut dériver à plat avant de prendre appui. Mais bon, ça peut encore durer quelques temps. Quel serait le niveau daily? Le niveau daily du USD-yen, bah, c'est 112,60, 113,20 quoi. Il ne faut pas forcément se laisser impressionner par ce qu'on voit ici sur un graphique en données 4 heures. On peut revenir sur des zones de support daily. Bah, d'ailleurs, je vais vous le montrer ici, l'euro-yen, l'USD. Alors, c'est pas ce chart, je vais vous montrer l'USD-yen en données daily. Donc, il ne faut pas se précipiter. En clair, là, le timing, je pense, c'est très mauvais pour tenter une entrée maintenant. Alors, oui, je voulais vous montrer l'USD-yen en données journalières, donc j'y vais de suite. Donc on constate ce rebond technique de l'euro-dollar depuis un 23,80. Bon, façon de parler, petit rebond. Alors, c'est Euro-GBP donc qui tente à nouveau de s'affranchir de cette oblique. Bon, l'Euro-GBP, il y a une résistance à 0,7660, peut-être qu'il peut aller la chercher. Bon, en tout cas, on voit quand même que la zone 0,7690, 0,77, c'est une zone qui tient pour le moment sur l'Euro-GBP. Je pense que peut-être qu'à mesure que les mois passent, enfin que les semaines passent, le marché est en train de nettement moins croire en un scénario de resserrement monétaire en Angleterre. Mais bon, tout est possible, pour l'instant on voit que ce n'est plus le cas. Alors le graphique se charge, je veux juste vous montrer l'USD-yen en données journalières, et ensuite on étudie les cas de NZD-USD et d'AUD-USD. Voilà l'USD-yen en données journalières. Alors déjà il y a une résistance horizontale qui a été atteinte, moi je me contente d'aller chercher les niveaux de prix horizontaux. Je suis revenu ici en 2007, et voilà donc des niveaux qu'on atteint ici, notamment cette résistance à 114,70. Bon après il y en a plein d'autres, hein. Bon, il n'y a pas de div, c'est juste suracheté, mais il n'y a pas de div, hein. C'était déjà resté suracheté entre le 20 août et le 30 septembre. Maintenant, lorsque j'étudie le graphique en données journalières, eh bien, je vois cette oblique ici, et je vois surtout donc ce qui finalement pourrait être acheté au premier test. Rappelez-vous, on avait ouvert un gap entre 112,47 et 112,57. Eh bien, en données daily, si un jour le marché reteste 112,60, je pense que là, le premier test fera réagir les cours. Et là, comprenez quand même que c'est clairement over-topish, hein, sur l'USD-yen. Donc, il faut se détendre à un moment ou à un autre. Clairement, c'est bullish, on ira plus haut bientôt. Et c'est pas une raison pour rentrer n'importe où. Et je pense qu'aujourd'hui, les paires en yen, il faut les laisser respirer. Je pense qu'aujourd'hui, vous devez vous en détourner. Il y a eu vraiment des projecteurs sur le yen depuis 10 jours. Voilà. Faut s'en détourner, les laisser, y revenir, être patient en fait, faut pas se précipiter. Alors maintenant on va étudier le cas de la UD-USD, du NZD-USD, des pétroles en intraday, puisque là aussi je vais devoir donc vous faire le suivi d'un article que j'ai proposé cette semaine. Alors, le NZD-USD et la UD-USD aussi. Le NZD-USD a donc fini par, mais c'est encore très marginal, briser ses sommets, ses plus bas annuels. Ici à 0,77, 0,7. Le NZD-USD, ce n'est pas la UD-USD. La UD-USD est beaucoup plus linéaire, je dois l'admettre. Pourquoi? Parce que la UD-NZD, lui, baisse. Et la UD-NZD va probablement encore se déprécier vers des niveaux de cours que nous attendons d'ailleurs pour vous proposer une stratégie d'achat. Je vais vous montrer en données journalières le NZD-USD. Ça fait un peu cassure marginale. Bon.
certes ça fait cassure. Au fond, alors voilà, en fait c'est, si on regarde en réalité les plus bas ici de 2013, bah, ils sont pas cassés en fait sur le NZD-USD, hein. Les plus bas de 2013 c'était 0,7680. Donc c'est compliqué. J'ai presque envie de dire que là le NZD-USD il est plutôt toujours sur support, quoi. Donc il faut, je pense, là l'écarter de stratégie de vente à court terme. De toute façon les résistances ne sont pas là, on est davantage sur support. Donc voilà, on s'en détourne sur le court terme pour des stratégies de vente. La UD-USD c'est la même chose, c'est baissier, on vous a invité à vendre à de nombreuses reprises, notamment ici entre 0,8740 et 0,9660. Cependant il y a tendance et rythme. La tendance est baissière et ce marché rejoindra 0,84 lors des prochaines semaines. Mais le rythme lui c'est un canal de baisse ici en données 4 heures. Et au moment où je vous parle, les cours testent la partie basse et même ont déjà commencé à rebondir depuis la partie basse du canal de baisse en données 4 heures. Et où passe la partie haute? Elle passe à 0,8660. En clair, c'est un mouvement baissier, forcément c'est tentant de vouloir prendre le train en marche si on n'est pas dedans, mais il n'y a actuellement aucun timing. Donc c'est un marché, somme toute, si $ US devait respirer, comme cela est tout à fait possible, eh bien la UD-USD peut parfaitement rebondir, et je parle sous couvert en amont du rapport NFP, en direction des 0,9640, 0,9660. En tout cas, ce que suggère l'analyse technique du RSI en données 4 heures ici sur la UD-USD, nous avons une forme de compression qui se prépare et qui m'invite à penser que la UD-USD pourrait rebondir. En clair, vous avez vendu entre 0,8740 et 0,8760. Eh bien, je vous invite à prendre des bénéfices. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est vendredi, parce que nous sommes en l'amont d'un rapport important, le rapport NFP, et d'autre part, si vous avez bien pris le trade, à un moment ou à un autre, il faut augmenter le capital. Donc je pense qu'on peut prendre des bénéfices sur des ventes de la UD-USD qui auraient été réalisées en début de semaine. Et quitte à y revenir si ce marché reviendra au contact ici d'une résistance. En tout cas, il y a quand même un wedge ici, donc voilà, je pense qu'on peut rebondir. Mais bon, ça reste quand même, voilà, si je prends le dollar US, le FXM Dow Jones dollar US, bah voilà, les 11 274 points, ce sont les sommets de l'année 2010. En fait, on voit que le marché les a cassés. Et là, en fait, ça fait juste pullback. Donc, bon, nous verrons bien. Je vais vous remontrer ici le Dow Jones FXM Dollar Index en données journalières. Voilà, c'est ce niveau-là, quoi. C'est quand même les tops de 2010. Alors, peut-être qu'on va juste faire un pullback et repartir en avant. On verra. De toute façon, je pense qu'il y a eu des beaux mouvements cette semaine. Nous avons conseillé certains mouvements. Alors, par exemple, je proposais une belle stratégie sur la UD-USD, une moins bonne stratégie sur le GBP-USD. Dans tous les cas, il faut savoir prendre des profits avant la publication du rapport NFP. En tout cas, c'est ce que suggère l'analyse technique. D'accord ? Les matières premières, les pétroles, le gaz. Le gaz, c'est juste de toute beauté. Nous avons anticipé largement les points bas, notamment Nicolas Chéron, une étude avec laquelle j'étais tout à fait d'accord. Ce marché hier a tenté de quitter cette ligne de tendance haussière à faible pente, à forte pente. Eh bien, il l'a défendu, incroyable. Et les cours du gaz se sont affranchis de cette oblique qui joignait tous les tops. En clair, les objectifs de cours que nous envisagions sont atteints beaucoup plus rapidement que prévu. Mais peu importe, ce qui compte, c'est d'avoir au fond anticipé la direction. Prochaine vraie résistance, c'est 4,80. Alors, j'ai envie de vous dire maintenant que les 4,30 ils font office de support. Mais, bon, prudence. Cette ligne de tendance, elle ne va pas tenir éternellement. Le vrai support, maintenant, ce serait 4,20. Entre 4,10 et 4,20. Mais, bon, voilà. Au fur et à mesure où nous allons entrer dans le vif du sujet de l'hiver, eh bien, c'est un marché qui va rejoindre les 4,85 et les 5 $. Maintenant, les pétroles. Les pétroles. Nous avons proposé une étude sur le site expliquant qu'on envisageait sur les pétroles un rebond qui irait au-delà de la simple cassure d'un pipeline en Arabie Saoudite. Pour le moment, le marché nous donne en partie raison, je dirais à hauteur de 60%. Pourquoi? La tendance baissière de fond n'est pas interrompue. La résistance à 80 $ sur le WTI n'a pas été cassée à la hausse. Cependant, admettez que ce marché se stabilise. Admettez que ceux qui ont pu vendre à la cassure des 80 $ sont pour le moment perdants. Enfin perdants. Le marché se stabilise.
On vous invitait hier à vous intéresser à ce niveau ici sur le WTI à 77,30 $. Pour le moment, le trade suit son cours avec un plus bas ici en dessous des plus bas récents. Le UK Oil, c'est pareil. Ce marché travaille les 82-88 sans pour autant entrer dans un rebond technique. On fait des flats autour de niveaux horizontaux importants. Alors est-ce qu'on fait à nouveau un flat pour remettre une jambe de baisse? Je sais pas. Honnêtement, je peux pas vous dire. Mais je constate tout de même que ces marchés se stabilisent, que l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole du Moyen-Orient, prendra une décision probablement sur l'offre le 27 novembre. Et on est quand même sur des niveaux, notamment sur le pétrole brut US, un niveau de 80 $, qui devient compliqué pour un certain nombre d'extracteurs. Donc, voilà. Nous verrons bien. Mais pour le moment, ça manque clairement de confirmation. Bon, je vais maintenant répondre à vos questions. Prenez des bénéfices sur la UD-USD. C'est impératif. On est en train de valider un wedge en données 4 heures. Ça va remonter au moins vers 0,8640. Alors, j'accède à vos commentaires. Alors, MF, donc, bonjour. Alors, question, donc, alors le GBP-USD, j'en ai beaucoup parlé. Je suis revenu sur l'échec relatif de cette stratégie. Pourquoi l'échec relatif? Parce qu'elle n'est pas encore invalidée, mais extrêmement mal engagée. C'est un niveau de support weekly, nous verrons bien ce soir. Alors la UD-USD peut rebondir en direction de 0,8640. Et l'USD-Yen, lui, peut... je veux dire... Il y a un support horizontal à 115, mais peut-être plutôt 114,20, mais bon, ça bouge pas, vous voyez, ça reste bullish, quoi. Alors, donc les divergences sur les marchés actions US, eh bien, généralement, les marchés actions US, ils prennent la divergence avec leurs deux mains, et ils la retournent dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours compliqué. Généralement, les divs sur les marchés actions US, elles ralentissent la progression, elles influent plutôt le rythme, plutôt que la tendance de fond. Après, ce qui serait un signal hyper négatif, ce serait une réintégration des précédents sommets historiques en cours de clôture weekly. Alors ce serait un super reverse. Donc les banquiers centraux, merci Pitoun, sont actuellement réunis à Paris. Donc en effet, un visiteur, hein, je suis tout à fait d'accord en ce qui concerne donc le câble. D'ailleurs, je vais reprendre ici un graphique en données journalières du câble. Lui aussi subit cette loi implacable du dollar US. L'euro GBP se stabilise au-dessus de 0,77. Forcément, c'est pas quelque chose de nature à supporter le GBP USD. Et moi, je vais revenir ici sur ce graphique en données journalières, où en effet, on comprend que ce niveau horizontal est parfaitement malmené. Bon, il y en a un certain nombre d'autres, et après il y aura un 57,50. Il y a une cassure de RSI en données journalières. J'admets et reconnais parfaitement l'échec relatif de cette stratégie. Nous verrons maintenant la suite des événements en cours de clôture, car je trouve malgré tout que ça comprime. On a une espèce de compression, ce n'est pas l'euro-dollar. Alors, donc en effet, le rouble, donc la monnaie russe, elle ne cesse de chuter. Échec d'ailleurs des interventions monétaires de la Banque centrale de Russie. Et naturellement, le cours du gaz, lui, continue donc de s'enflammer. Alors, est-ce que je peux faire un point sur le Bund? Je peux faire un point sur le Bund. Alors le Bund, bon, voilà, c'est une tendance haussière qui suit aussi son petit bonhomme de chemin. Après, honnêtement... je trouve que ça devient de plus en plus plat. Entre 150 et 151,80. Bon, attendez, là, je suis sur un graphique en données weekly, donc on va aller sur de l'intraday pour voir. Ah oui, le GBP AUD, l'euro AUD, je vais vous en parler tout de suite. Alors, le GBP AUD et l'euro AUD sont des paires de devises qui m'intéressent au même titre que la UD-USD. La UD-USD est en phase de reprise. Le GBP AUD a produit une belle tendance haussière.
J'admets que je n'avais pas prévu que suite au communiqué de presse de la Banque d'Angleterre, on aurait une réaction de cette nature sur la livre sterling. Je pense que le marché commence à en avoir assez de faire des pronostics de hausse de taux de la part de la Banque d'Angleterre, ne voyant finalement rien venir, même dans les mots. Alors que d'autres patrons de banque centrale, Mario Draghi ou Auriko Kuruda, eux, prononcent des mots clairs, nets et sans bavure. C'est le cas aussi de Janet Yellen. Et M. Carnet, lui, eh bien, est peut-être moins incisif. Mais cela pourra changer au prochain discours. D'ailleurs, il me semble qu'aujourd'hui, il donne une conférence de presse. Ce que je peux vous dire sur le GBP AUD, c'est que 1,84 est un niveau de support. J'admets cependant la violence du repli sur 1,84 et j'admets aussi que le momentum ne suggère pas que ce marché est actuellement sur un bon timing d'achat. On a eu un certain nombre de cassures ici, même en données 4 heures. Donc, 1,84, c'est un niveau de support horizontal sur le GBP AUD. On va bientôt le tester dans une trentaine de pips. Et puis donc on a aussi cette ligne de tendance, alors on a cette première ici, et il y en a une qui renforce à l'heure actuelle, je vais vous dire exactement quel niveau, voilà, c'est, bah voilà, ce sont ici, c'est 1,84. Je vais juste jeter un œil voilà, en données journalières, bon, notons quand même que le GBP AUD avait atteint un beau niveau horizontal à 1,8680, c'est un niveau, 1,84. Après, je trouve que le repli de la livre sterling est violent. D'accord? Mais c'est un niveau. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est un niveau. Je me suis en partie brûlé les ailes hier sur le câble. Je ne vais pas me brûler les ailes à nouveau ici sur le GBP AUD. Cependant, j'attire votre attention sur le fait que 1,84, c'est un niveau horizontal sur le GBP AUD. L'euro AUD, c'est la même chose. Nous avons un niveau horizontal ici à 1,44. Alors, ce qui est intéressant ici, je vais vous montrer en cours de clôture journalière, c'est en fait que, alors voilà, je vais, attendez, prendre un niveau ici qui permet, voilà, on avait fait une ETEI. Alors non, c'est pas ça que je voulais prendre. On avait fait ici, voilà, une ETEI. Et la ligne de coup, c'est 1,4380 en cours de clôture. 1,4380. Donc, 1,4380, c'est un niveau qui est susceptible d'être acheté. Alors moi, j'avais énormément insisté sur le premier test des 1,4240 parce que là, c'était un vrai niveau. 1,4380, c'est un niveau intermédiaire. Ça, c'est clairement acquis. Mais voilà, c'est un niveau. Donc je pense qu'à court terme, la UD-USD revient chercher des résistances, l'euro AUD devrait aller tester 1,4380 et le GBP AUD 1,84. Ce sont potentiellement des niveaux capables de provoquer une inflexion sur les prix en intraday. Alors, dans les graphiques en données 4 heures, bon, GBP NZD, Euro NZD, il n'y a plus vraiment de timing. D'ailleurs, sur l'Euro NZD, on a, donc ça c'est une ligne de tendance de long terme, on a cette ligne de tendance en place depuis le 8 septembre qui tient bien. À chaque test, le marché achète d'ailleurs. Alors, je vais vous mettre le watermark, que vous voyez de quoi est-ce qu'on parle. C'est l'Euro NZD, hop. Et puis l'USD CAD, ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié l'USD CAD. Bon, chaque test, à chaque fois c'est acheté. Moi j'aime bien le principe du premier test, le deuxième, éventuellement troisième, quatrième, mieux vaut éviter. Un test, deux tests, trois tests. Est-ce qu'il faudra revenir dessus au quatrième? Il y a forcément moins de probabilité. Mais ça reste quand même bien orienté. L'USD CAD. Alors l'USD CAD, c'est puissant. Bon, je vous refais l'histoire encore. 1,1120 niveau de support mensuel, prise d'appui, wedge, on en sort par le haut. Désormais, les 1,1385 font office de niveau de support. On a cette ligne de tendance. Hier, le marché a pris appui sur les 1,1385 et vous propose désormais une configuration en flat. Je pense que nous allons avoir, bon, je ne sais pas encore quelle sera la forme graphique, c'est pas encore facilement identifiable, mais c'est possible qu'on dérive à plat jusqu'à rejoindre cette ligne de tendance sur laquelle l'USD4 pourrait prendre appui. 1,1385, c'est un niveau intermédiaire, d'accord. Un vrai niveau daily, ce serait 1,13. Mais bon, c'est quand même hyper bien orienté. Et je
pense que cette ligne de tendance haussière, elle pourra être achetée là du coup au premier test, parce que 1-2 points elle existe, et le premier test on l'a pas encore eu. Donc surveillez-la en données 4 heures pour un long. Et voilà, on voit que ça peut dériver peut-être en début de semaine prochaine, nous verrons bien. En tout cas, il faut surveiller cela. Et ouais, non, bah écoutez, il n'y a rien à dire. Donc là, clairement, même un 13,85, c'est vrai que c'est un chouette niveau, quoi. Bon, il y a cette oblique. Donc en données 4 heures, vraiment, surveillez-la, chers auditeurs. Alors, maintenant, on va faire... alors, je vais vous poser beaucoup de questions sur ce que pourrait être le NFP, etc. Moi, je vais vous dire, j'ai pas de boule de cristal. Voici les éléments à ma disposition. Les chiffres de l'ADP sont ressortis supérieurs aux attentes, mais parfois, on voit des différences énormes. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Le dollar américain a été fermement acheté cette semaine. Il y a un adage en bourse qui dit acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Bon, est-ce que ça s'applique aussi au dollar US? On a vu que pas forcément. Mais bon, ça c'est le deuxième élément. Troisième élément, les Américains nous sortent récemment de très bons chiffres. Le taux de chômage est attendu stable à 5,9%. Je pense qu'on peut se focaliser là-dessus. Si on nous sort un 6%, le doll il va nous faire une vraie conso, une vraie de vraie. Et dans ces cas-là, l'eurodoll il peut aller chercher la partie haute de son cas. Il peut même reprendre 1,25. Si par contre on nous sort un taux de chômage encore en baisse, je sais pas, à 5,8 à 5,7, bah écoutez, on va encore casser des supports sur l'eurodoll et franchir des résistances sur l'USD CHF. Si vous voulez privilégier la tendance du dollar US, vous avez l'USD Yen et l'USD CAD ou l'USD CHF. Et donc forcément ce sont les ventes eurodoll. Mais pas à n'importe quel prix, toujours au contact de résistance. Ah oui, la UDNZD, pardon. La UDNZD, autant pour moi. Alors la UDNZD, il faut se montrer patient. On vous a proposé une vue de marché cette semaine expliquant que tôt ou tard, lorsqu'on cassera à la hausse les 1,13, on basculera dans un nouveau range 1,13, 1,16. Bon, il y a un certain nombre de moyennes mobiles de supports intéressants à surveiller. On n'a pas encore... Alors c'est vrai qu'en données 4 heures ici, on avait atteint la survente, mais il n'y avait pas de div. C'est pas évident de vous donner un bon point d'entrée parce que cette paire, elle monte par palier. Alors ici, il y avait le premier entre 1,05 et 1,9. Ensuite, on est passé entre 1,09 et 1,13. Et tôt ou tard, on va basculer entre 1,13 et 1,16. Il y a deux possibilités. La première, c'est d'attendre une cassure des 1,13 et de rentrer quand le marché fera un pullback sur 1,13. Car s'il casse 1,13, il fera un pullback. C'est ce qu'il a fait à chaque fois. Il avait cassé 1,09, il a fait un pullback. Ou sinon, de tenter d'attraper un bon niveau de support. C'est vrai que nous, on surveille cette moyenne mobile ici en données journalières. Alors, je vais vous la remettre ici en données 4 heures. Et pour l'instant, le marché, c'est sûr qu'il n'est pas venu chercher le point d'entrée. Ça relance, mais là, vous êtes un peu au milieu de nulle part. Donc, il ne faut pas se précipiter pour le principe de se précipiter. Il peut parfaitement aller chercher la résistance à 1,12 et retomber ensuite en direction de cette trendline, de cette moyenne mobile qu'on surveille pour vous proposer une stratégie d'achat. Donc, on la surveille. Elle monte par palier dans un mouvement qui est vraiment moche, hyper saccadé. Donc là, vous n'avez aucune raison de vous positionner, on est vraiment au milieu de nulle part, on aura l'occasion d'en reparler. Et voilà. Alors quant à l'euro CHF, en fait le dimanche 30 novembre, il y a deux référendums en Suisse. Il y a un référendum sur le forfait fiscal. Parce qu'en fait, en Suisse, les citoyens peuvent réclamer un référendum qui s'applique automatiquement dès lors qu'ils rassemblent 100 000 signatures. Il y a donc deux référendums le 30 novembre, un référendum sur le forfait fiscal, ça concerne les étrangers, et un référendum qui exige, si jamais la réponse est oui, que la Banque nationale suisse rapatrie ses réserves d'or stockées à l'étranger et surtout cesse ses ventes d'or et augmente la part de ses réserves de change en or à 20%. Autant vous dire que la Banque nationale suisse ne souhaite pas que la réponse soit oui, et d'ailleurs le consensus est plutôt un non. Car la Banque nationale suisse, son objectif c'est de défendre, en tout cas de contrer une appréciation du franc. Et si le oui passait, ce serait plutôt un facteur de force en faveur du franc. Alors il y aura de la spéculation d'ici la fin du mois. Et puis enfin vous avez toujours ce seuil que défend la Banque nationale suisse à 1,20.
pour le moment, eh bien, c'est un peu le stand-by. On est tombé sur 1,20.30, un niveau de support de 2012. Il y a eu une réaction de 25 pips. Maintenant, on est au milieu de nulle part, hein, entre 1,20.30 et 1,20.45. Il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment sur l'euro CHF. Alors, je poste pas vos questions, mais je les lis tous. Hein. Je les lis toutes, mais je crois qu'on a évoqué pas mal de... Alors, GBP AUD, vous proposez... Alors, un graphique Gilbert proposant un range, mettant en avant les 1,84. Alors, si le GBP AUD, c'est un range entre 1,82 et 1,86, en effet, c'est possible. On peut parfaitement avoir un range, la médiane est à 1,84. J'aime bien cette possibilité. Un rectangle. Alors, je vais vous le remontrer. C'est pas mal, en effet. Et donc 1,84 ne serait que la médiane. Voici le GBP AUD. Et en effet, on peut envisager un range désormais entre 1,81 et 1,86. Alors, dans ces cas-là, c'est sûr que c'est 1,81. Et puis on a cette oblique ici, qui serait le vrai point d'achat. Mais 1,84, c'est la médiane. Et c'est la première fois que la médiane est testée depuis la cassure haussière du 5 novembre. Pour l'instant, on voit que le GBP AUD se stabilise. Pas de réaction, ça s'enflamme pas à la hausse, mais ça se stabilise. Et donc le USD-CHF va retomber. Alors l'USD-CHF, il va revenir sur 0,9690. Ça veut dire que l'eurodoll peut revenir tester 1,2430, 1,2438. Il est 10h15, vous retrouvez Nicolas pour le morning meeting à 11h et je vous retrouve avec Nicolas Chéron pour un duo à 14h15 pour le suivi du NFP. Merci à tous et donc à tout à l'heure.